Bon, bonsoir à tous. C'est un propos liminaire qui va être très bref, puisque nous allons commencer la soirée par regarder un film, qui est le film de Michael Stank, Chronique d'un génocide annoncé, ce sera la version courte, entre guillemets, du film, une trentaine de minutes, qui avait été diffusée à la faveur du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda en avril dernier sur France 24, mais dont il existe une version plus longue de 52 minutes, je crois que c'est les canons télévisuels, qui, elle, a été diffusée sur la chaîne publique belge, la RTBF. Après quoi, nous pourrons discuter avec Mickaël et avec Laurent Larcher du livre et du film et du livre de Laurent Larcher, Rwanda, il parle, qui était sorti au même moment que le film a été diffusé sur France 24 aux éditions du Seuil. En quelques mots très rapides, si vous en êtes d'accord, moi j'aimerais, et si les participants le sont d'accord et sous leur contrôle, placer la conversation qui va être la nôtre sous le signe et sous les auspices d'Edgar Allan Poe. Alors vous allez dire, c'est étrange comme proposition. Eh bien non, puisque Edgar Allan Poe a écrit une nouvelle qui s'appelle La lettre volée. Peut-être la connaissez-vous. Un détective doit retrouver une pièce maîtresse dans une intrigue qui est susceptible de mettre en cause la reine. Il cherche cette pièce qui est une lettre compromettante. Il la cherche partout. Et en fait, cette lettre était sur la cheminée sous ses yeux. Il ne la voyait pas. Je place la conversation sous les auspices de la lettre volée d'Edgar Allan Poe, puisque je crois que nous avons, et avec Mickaël et avec Laurent, deux des plus fins parmi d'autres, ils sont nombreux en France, connaisseurs de cette tragédie, de ce crime des crimes, le dernier du XXe siècle, qui est déjà en réalité très largement documenté, dont nous avons une partie de la lettre volée sur la cheminée sous les yeux pour tirer des conclusions morales, politiques, géopolitiques, diplomatiques, en tout cas engager une conversation publique et, osons le mot, démocratique autour de cette histoire qui est, c'est un avis très personnel, par trop peu, je crois, commenté dans le débat public français. Nous parlons quand même d'un génocide, et l'exemple pour moi, l'un des plus criants récents, c'est que le premier magistrat de France, Emmanuel Macron, n'a pas cru bon se rendre en avril dernier aux commémorations à Kigali du 25e anniversaire du génocide, prétextant, ça ne s'invente pas, à un problème d'agenda. Or, s'il y a quelque chose qu'on peut prévoir à l'avance, je crois, c'est un anniversaire. Il ne s'y est pas rendu, ce qui est un symbole fort de la façon dont un pays, le pays, alors non pas des droits de l'homme, mais comme l'a dit un jour Robert Badinter, le pays de la Déclaration des droits de l'homme, ne s'est pas rendu sur place. Voilà. Donc je vous propose qu'on regarde le film, ensuite qu'on discute tous les trois, mais surtout qu'on discute avec vous. Parce que quand même, l'intérêt de ce type de soirée, c'est qu'on puisse interagir, que chacun d'où nous sommes et les deux participants, Laurent Larcher et Michael Stank, puissent répondre absolument à toutes vos questions et remarques. Voilà, je vous remercie. Je voudrais peut-être commencer la conversation avec Laurent Larcher, dont vous voyez l'ouvrage là-bas, qui est donc paru au début du printemps. Rwanda, il parle, qui est ce qu'on peut appeler, je crois, une somme. C'est une somme de témoignages. Je vous invite très chaleureusement à vous le procurer et le lire. Laurent, qui travaille pour le journal La Croix, qui a compilé la parole de
très nombreux acteurs de cette tragédie dans sa dimension française, un peu des deux côtés du camp, si je peux dire les choses ainsi. Ceux qui mènent le combat pour démontrer qu'il y a une responsabilité, oui, française dans ce qui s'est passé. Toute la discussion pourra porter sur où elle commence et jusqu'où elle va et comment on la qualifie. Et puis ceux donc qu'on voit dans le film de Michael, qui de l'amiral Langsade, qui de Hubert Vétrine, qui de Monsieur Lafourcade, qui de Jacques Hogarth et d'autres défendent l'honneur de la France en sacrifiant peut-être ce qui est la réalité des faits. Laurent, la première question qui se pose quand on voit un film comme ça, quand on lit ton ouvrage, c'est au fond, quand on est face à un crime, que ce soit un fait divers de sang ou le crime des crimes, il y a un mobile, toujours, pour le criminel. Quel est le mobile de la France, de ce comportement qui pourrait aller, disons, de l'aveuglement à la complicité? Quel est le mobile? Est-ce que c'est seulement, comme le film le montre très bien, une espèce de biais géopolitique, idéologique, français, qui considère que là, il y a une zone d'influence, la région des Grands Lacs, le Rwanda, et que les Tutsis et une partie de leur représentation politique et militaire, le FPR, est un ennemi de cette influence et qu'on est prêt à tous les sacrifices, y compris celui le plus cher, celui de la vie, pour protéger cette idée de la France? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le mobile de l'attitude française? Tu as 3 heures. Je crois que je ne sais pas répondre à cette question de manière précise. D'abord parce que ça tient au fait qu'on dit la France, mais ce sont d'abord des personnes. Et il faut mettre cette histoire à hauteur d'homme. Bien sûr, déjà pour les victimes, mais du côté français, parce que cette histoire, comme le montre si bien ce film, le Rwanda est aussi une histoire française. Donc je crois qu'il faut la mettre à ce niveau-là. Donc les hommes, car ce sont surtout des hommes, en 1994, qui sont responsables de la politique française et de la mettre en œuvre. Alors, avait-il un mobile ? Moi, je vois, je crois, un engrenage, un aveuglement, un déni, une méconnaissance, des fantasmes, des projections, des erreurs, une ignorance énorme, des habitudes. Mais y avait-il, je ne crois pas que les Français de 1990, en tout cas lorsque François Mitterrand en 1990 décide d'envoyer pour la première fois des parachutistes, 150 parachutistes pour arrêter l'intervention du FPR, je ne crois pas qu'il imagine mettre en route un engrenage qui va conduire la France à être l'allié, ou au moins la puissance tutelle du Rwanda génocidaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... voilà. Est-ce qu'il y a un mobile ? Il y a des raisons. Alors les raisons elles sont multiples, parce que les hommes sont multiples. Du point de vue des politiques qui décident cette intervention, du point de vue de François Mitterrand, à l'évidence, il voit dans le FPR la mainmise du monde anglo-saxon qui va, c'est très bien dit dans le film, venir occuper l'espace francophone. Rappelez-vous, on est en 1990, c'est la fin de la guerre froide, et on retrouve en France et dans la politique française un axe majeur de la diplomatie, en tout cas du XXe siècle, qui est un anti-américanisme. Le général Varey qui apparaît dans le film, qui est donc ce général qui,
en 1990 et 1991 voit ce que veut exactement la gendarmerie et l'armée rwandaise, parle entend cette question, cette solution finale. Varey rencontre à plusieurs reprises Mitterrand, parce que Varey est un personnage très important dans l'histoire de la Ve République, et Varey commence à... C'est pas un officier d'extrême gauche, Varey. Varey commence c'est un Syrien. Il a commencé sa carrière de soldat pendant la guerre d'Algérie. Et donc moi, je l'ai aussi rencontré dans ce livre. Et Varey m'explique qu'il était très anti-gaulliste. Il était pour les putschistes. Donc vous voyez la trajectoire de cet homme, qu'on pourrait dire de droite ou d'extrême droite. Donc c'est pas du tout vraiment l'anti-militariste. Et Varey donc rencontre à plusieurs reprises, parce que François Mitterrand, vous le savez, avait une forme de fascination pour ce type de personnage. Il le rencontre notamment en Centrafrique, où Varey a une responsabilité importante, en 1985 ou 86. Et Mitterrand lui demande, mais Varey, au fond, sais-tu ce que c'est que ma politique en Afrique ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi la Centrafrique est si importante ? Donc rappelez-vous, 86-87, la France est en guerre contre la Libye ou pour le Tchad. Je raconte cette histoire parce que donc Varey dit, voilà, c'est pour limiter la Libye, c'est pour protéger le Tchad. Et Varey, il dit que Mitterrand lui dit, mais vous n'avez rien compris, notre ennemi, c'est l'Amérique. Et je crois que c'est vrai dans l'esprit de François Mitterrand. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait indéniable. Ensuite, je parlais d'ignorance, parce que ces gens-là ne connaissent rien à l'histoire du Rwanda, pas grand-chose à l'histoire de l'Afrique. L'Afrique étant une espèce d'écran sur lequel ils projettent des constructions, des fantasmes sur l'autre, Très souvent, lorsque je leur demande mais pourquoi vous n'avez pas vu ces massacres annonciatrices, ces pogroms anti-Tutsi, ça a un nom. Et la plupart de les politiques et les militaires qui sont dans une position défensive me disent mais ça c'est l'Afrique. Voilà. L'Afrique étant réduite à cet état culturel ou naturel plutôt, dans lequel il est normal de se massacrer les uns les autres. Voilà, tout ça se met en place. Le mobile, c'est, je crois, beaucoup la question du prestige de la France. Le mobile, c'est l'arrogance française, je crois. Le mobile, c'est la douleur de perdre ce statut de grande puissance et cette volonté, toujours présente aujourd'hui, de rester dans la catégorie de la première classe. Alors qu'on est aujourd'hui, il faut le dire simplement, au moins en 3e classe, mais la France veut jouer toujours en première division. Donc c'est ça, et céder le Rwanda, c'était pour beaucoup de ces hommes le début de la fin, on perdait notre précaré africain, parce qu'il faut bien savoir que tout au long de la Ve République, au moment des colonisations et jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique francophone, c'est chez nous. C'est chez nous. Donc c'est tout ça, je crois. Le mobile, il est peut-être là profondément, au nom d'une histoire, d'un rang, d'un prestige, ne pas autoriser et permettre les anglo-saxons, ces ennemis de toujours, de venir nous chasser de ce lieu et garder ce premier rang à la table ou sur la scène internationale. Alors, François Mitterrand n'est plus là pour témoigner ou répondre à toutes les questions qui se posent, mais il y a en quelque sorte l'un de ses représentants politiques les plus proches de l'époque qu'on voit dans le film, qui est le secrétaire général de l'Élysée à l'époque des faits, Hubert Védrine, que vous avez tous les deux rencontré, toi pour ton livre et Michael pour le film. Adresser ma question à Michael. Quand on rentre là au mémorial pour l'exposition, le premier document qui nous accueille devant la porte, c'est un article que Hubert Védrine a écrit en novembre 1996. La date est importante, novembre 1996, donc 2 ans après ce défi cognitif que représente un génocide, 1 million de morts en 100 jours. Il
l'adjectif est utilisé, c'est de l'indicible. Article dans lequel, c'est l'hebdomadaire Le Point qui le publie, qui est signé par Hubert Védrine, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, écrit Tutsi, Hutu, un pays chacun. Je ne sais pas si on réalise qu'après qu'un gouvernement génocidaire a prévu et entamé et consommé la disparition de tout un peuple, de toute une communauté, de toute une population, la solution pour Hubert Védrine, c'est que, au fond, chacun est un pays. Est-ce que, Michael, quand tu rencontres Hubert Védrine, ce qui m'a surpris quand je revois le film, alors on a vu la version longue du film, hein, vous avez vu? Mais ça passe vite. Ce qui m'a surpris en écoutant et en revoyant Hubert Védrine, c'est qu'au fond, et je voudrais avoir ton sentiment sur, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de réécriture de l'histoire de sa part, puisqu'aujourd'hui il se présente, et il présente la France, en tout cas la France qu'il a représentée, comme ayant été naïve. C'est bien la première fois d'ailleurs qu'on entend cet homme qui est un ardent défenseur de la réelle politique de plaider la naïveté. Quel est l'homme auquel tu as fait face par rapport à les documents qu'il a signés et 25 ans plus tard, le naïf utopique qu'il se présente à toi? Tout d'abord, je peux expliquer comment j'ai pu obtenir son assentiment pour répondre aux questions, parce que c'est pas une évidence avec Hubert Védrine. En tout cas, ça l'a pas été tout le temps. Je l'ai appelé, et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Vous avez 1 minute pour me convaincre de parler et de m'exprimer sur ce sujet. Tout a été dit, je n'ai plus rien à dire. Donc pourquoi je parlerai à nouveau ?» Donc il me dit « Qui allez-vous interroger d'autre ? Et en fonction de qui vous interrogerez, je répondrai ou non à vos questions, et donc j'accepterai l'interview. » Donc je lui ai juste dit la vérité, c'est-à-dire que j'allais interroger des partis des militaires, des civils rwandais et des politiques. Et il m'a dit « S'il y a des militaires dans le documentaire, je réponds. Je vous rappelle dans 2 ou 3 jours. » Et il s'est renseigné, parce que j'avais déjà commencé mes interviews, et je pense qu'il a appelé la Fourcade pour savoir s'il était dedans. Hogarth, je pense pas, mais en tout cas au moins la Fourcade, et Langsade, l'amiral Langsade donc. Et il m'a rappelé en me disant j'accepte. Donc en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait une sorte d'égalité, comme si c'était important pour lui d'avoir 50% de militaires, 50% de personnes qui approuvent l'opération turquoise et la moitié qui la critique. Voilà, c'est une drôle de réponse de sa part, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai pu obtenir l'interview. Sur le papier qu'il a écrit dans Le Point, je lui ai posé la question sur donc 2 pays, un pays Hutu, un pays Tutsi. Il m'a dit, à l'époque, en 1996, j'étais libre de toute analyse. Donc ça fait partie des analyses et des potentielles analyses. C'est comme ça, c'est un grand rhéteur, Hubert Védrine. Donc ça fait partie des analyses comme on en faisait sur la Yougoslavie et la dislocation de la Yougoslavie. Au même titre que la Serbie, que la Bosnie, il pouvait avoir un pays Hutu ou un pays Tutsi. C'est comme ça qu'il a répondu à cette question. Voilà un peu le personnage face à ce type de questions et de réflexions. Après, vous le connaissez, on le connaît, il est très médiatisé, il est partout, donc il parle beaucoup. Le Rwanda, évidemment, c'est quelque chose de très compliqué pour lui, puisque c'est malgré tout le seul qui s'exprime et pour défendre la position de Mitterrand à l'époque. C'est un des seuls, en tout cas, responsables politiques qui va, si je puis dire, au front. Après, il y va avec cette manière qui est de, quoi qu'il arrive, défendre la mémoire de la politique mitterrandienne. Et il le dit, jamais je ne remettrai en cause la politique africaine de la France.
au Rwanda et ailleurs en Afrique. Voilà. Laurent, dans ton livre, qui fait un choix narratif très particulier, qui est celui de, si tu me permets l'expression, de l'ultra-oralité, c'est-à-dire que c'est la restitution des témoignages bruts que Laurent recueille. Quand je dis brut, c'est avec les E, les A, les hésitations, les trois petits points, les accidents du discours qui, quand ils sont montrés, permettent de contourner et de dompter même la communication et le slogan. Et au-delà de ce procédé narratif, tu es même d'une transparence et parfois d'une sévérité à ton propre égard, notamment quand tu croises le fer avec Hubert Védrine. Tu écris, tu dis là, je sens que dans l'interview, je suis pas très bon, j'essaye de le prendre, j'ai face à moi quelqu'un avec beaucoup d'adversité. Pourquoi avoir pris ce parti de ce type de narration face à un événement qui est un événement total, encore une fois, le génocide? Je te pose la question parce que mon sentiment, c'est que précisément, c'est dans un ouvrage comme ça et dans ce type de restitution de la parole qu'on voit la position d'un Védrine, par exemple, se fissurer, en réalité. Même si tu es sévère avec toi-même, je pense exactement l'inverse. C'est que tu fais accoucher une vérité qui est celle qui est précisément, il essaye de cacher par le discours. Alors pourquoi avoir pris cette forme qui est si peu facile à lire? Mais c'est justement parce qu'elle est si peu facile à lire que je l'ai prise. Vous avez dit qu'il était sévère avec lui-même. Comment ? J'avais dit que tu étais sévère avec toi-même. Non, pourquoi ? Parce que, alors pour 1000 raisons, mais d'abord parce que l'événement dont on parle est difficile à lire. Parce que moi j'ai croisé le Rwanda en 1994, et depuis 1994, alors je n'y travaille pas tous les jours dessus, et je fais bien autre chose, mais à chaque fois que je m'y plonge, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'avais pas vues, pas compris. C'est tellement énorme, tellement gigantesque, c'est tellement complexe, tellement émouvant, tellement bouleversant, tellement... Notre intelligence est si peu préparée à penser ça, ce que j'appelle ça. Pourtant, on y a été préparé. Mais c'est juste, là aussi, ça fait partie de la chose stupéfiante de cette histoire. Nous sommes une génération qui avons été préparés à ça, à le penser. Je pense bien sûr, la génération, nous sommes, en tout cas moi, je suis la deuxième génération après la Shoah. Et j'ai été baigné dans cette histoire. Enfin, en tout cas, dans cette histoire. Oui, si, j'ai été baigné dans cette histoire. Et en plus, j'ai un frère cambodgien, donc j'aggrave mon cas dans le sens où j'ai pas grandi, mais enfin, en tout cas, oui, si la question de l'extermination de masse a toujours fait partie de mon histoire. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que, même étant préparé à ça, plus on travaille le Rwanda, plus ça vous, me semble-t-il, ça vous échappe. Donc voilà, c'était une manière de coller aussi à la singularité de cet événement. Je n'ai pas envie d'être aimable quand je parle de ça. Et j'avais l'impression que si je retravaillais les entretiens, comme je le fais dans mon journal, ou comme je l'ai fait dans d'autres livres, pourquoi on fait ça? Pour être aimable, pour que le lecteur, vous, nous, puissions avoir accès facilement à l'événement. Et d'une certaine manière, moi je trouve qu'on le rend du coup, oui, aimable, lisse, accessible, ce qu'il n'est pas. Et moi je crois que c'est d'une certaine manière, je ne sais pas si le mot est juste, mais trahir un peu ce dont on parle. J'ajoute enfin que si j'avais fait le parti de retravailler, alors là, du coup, j'aurais été dans l'interprétation de la parole de mes interlocuteurs. Pourquoi supprimer ce « e », ces répétitions? Il y a aussi des fautes de français. Bon, moi, je suis un écrivain, je travaille l'écrit. Quand j'écris un article, notamment une interview, on fait attention à ces fautes de français, aux accords du temps ou des temps. Mais moi, il m'a semblé que là, à travers ces fautes, à travers ces erreurs, ces silences, ces répétitions, ces hésitations,
tous ces langages, oui, il y avait quelque chose, ça disait quelque chose. Ça disait quelque chose de manière singulière. Ça, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des éclats de vérité de la part de ces gens, dont, pour la plupart en tout cas, dont le métier est de contrôler la parole et de maîtriser le discours. Ça fait 25 ans que nous, les journalistes, on les interroge. Et ça fait 25 ans, je crois, qu'ils nous mentent ou qu'ils ne nous disent pas tout. D'ailleurs, ça fait 25 ans qu'on nous parle de la commission qui laisse, en disant tout a été dit, tout a été fait. C'est tellement faux qu'Emmanuel Macron vient de lancer une commission pour regarder ce qu'il y a dans les archives. Alors, donc, une manière, c'est pas la seule, mais une manière de peut-être faire advenir cette vérité ou ces mensonges, de les montrer, voire même la conscience. Moi, j'étais très frappé dans l'entretien que j'ai eu avec Alain Juppé, qui était sans doute le plus armé psychologiquement pour tenir bon. À un moment donné, on parle beaucoup de l'opération turquoise. Moi, je trouve qu'il y a aussi l'opération Amaryllis, qui est cette opération donc, d'évacuation des Européens en avril 1994. Donc, le génocide commence. Et on envoie 450 soldats français pour évacuer les Européens de Kigali du Rwanda. Et là, les Français assistent au massacre, au barrage. Ils voient très bien qu'il y a des femmes, des enfants qui sont tués au barrage parce qu'ils sont Tutsis. Et là, c'est plus possible de dire que c'est juste un épiphénomène. Le mot est dans les têtes, déjà, pour ceux qui savent voir. Et pourquoi je vous parle de cet exemple? Parce que oui, je dis à Juppé, donc Juppé me dit, mais c'était pas la mission c'était de sauver les Européens. Vous vous rendez pas compte, nous sommes intervenus, pas les autres. Enfin, alors je lui dis, mais écoutez, très bien, mais quand même, pour un officier français, 450, hein, un officier français, armé, entraîné, assiste au massacre d'une femme, de son enfant, il a la puissance de feu pour intervenir, il n'intervient pas. Alors, est-ce que c'était pas son devoir de le faire? Il me dit non, c'était pas son devoir, le devoir c'est d'obéir aux ordres. Alors je lui dis, mais c'était pas son honneur? Est-ce que c'est pas l'honneur d'un officier français, ou d'un sous-officier français, ou d'un soldat français, entraîné, armé, de s'interposer, s'il a la puissance de feu pour le faire, entre le type qui tient la barrière, ils ne sont pas très nombreux, et les enfants et les femmes qui se font massacrer? Et là, à ce moment-là, il me dit oui. Et quand il me dit oui, sa voix change. Mais comme une voix qui venait, je crois, d'un tréfonds. J'ai cru entendre sa conscience. Tout de suite, il est revenu. Il a dit non. Il est revenu sur une parole. Il est devenu très agressif. Voilà. Ça me semble. Peut-être que. Oui, alors c'est pas facile à dire, c'est vrai. Mais là, on obtient de la part de. Je ne sais pas si ce sont des menteurs, ouais, quand même, de la part de gens qui trompent, qui se trompent, qui sont dans le déni. Il y a quelque chose qui traverse, qui est inscrit, que je note, que je vous donne, qu'on donne pour demain. Et ce oui de Juppé restera toujours là. Et voilà. Et ça sera documenté. Et quand nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants feront cette histoire, ils entendront ça, ce oui. Oui, c'était l'honneur d'un soldat d'intervenir, bien sûr. Au moment où les massacres ont lieu, pour filer le parallélisme que tu faisais, au moment où les massacres ont lieu, il y a une cérémonie à Oradour-sur-Glane, 50 ans après le massacre d'Oradour-sur-Glane, et le président de la République, François Mitterrand, tient un discours pendant qu'à quelques milliers de kilomètres de là, au Rwanda, on massacre les femmes, les enfants. François Mitterrand tient le discours du plus jamais ça. Et le plus jamais ça, et le ça dont tu parles, a lieu pendant qu'il dit plus jamais ça. Et il a lieu sous une autorité qui est en partie la sienne.
Aujourd'hui, 25 ans a passé, les langues se délient, les journalistes documentent, les chercheurs trouvent, les historiens écrivent, racontent, les militaires parlent, la parole se fissure. Là, je pose la question aux deux journalistes, peut-être Mickaël, puisqu'en plus tu travailles dans la télé, enfin, pour la télé, comment, quand on est extérieur à tout ça, pourquoi, quand il y a les 25 ans d'un événement comme ça, comment tu expliques, je ne parle pas de France 24 qui a diffusé ton film, mais que sur aucune grande chaîne française, aucune, il y ait à 20h30 une émission pour parler de cela. Je veux dire, on voit Madame Balkany tous les jours à la télé pour se plaindre, je la cite, de la bouffe dégueulasse servie à son mari, soit dit en passant, s'ils avaient payé des impôts, peut-être que la bouffe serait bonne en prison. Mais comment, nous qui sommes à l'intérieur de cette fabrique de l'information, ce système médiatique, comment, l'un et l'autre, hein, la question s'adresse à tous les deux, vous comprenez cette absence? Je pense que c'est pas la même chose en presse écrite et à la télévision. Moi, je travaille pas du tout aux journaux télévisés, je travaille pas du tout pour les JT. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce cynisme qui existe de toute façon, malheureusement, au sein soit des rédactions de chaînes de télévision, soit au sein des magazines et même de la direction des documentaires des chaînes de télévision. C'est que, génocide ou pas, je vais le dire comme ça, Rwanda ou pas, ce qui compte, c'est qui va regarder, combien va regarder, et ça c'est valable pour toutes les chaînes même publiques, et même jusqu'à Arte. Voilà, c'est une petite précision, c'est que souvent on pense que c'est uniquement des chaînes privées qui sont regardantes du nombre de téléspectateurs, mais c'est valable jusqu'à Arte. Moi, je suis confronté régulièrement à ça. Donc, quand on propose, en tout cas, je parle pour moi, et je connais d'autres réalisateurs et journalistes qui font la même chose, lorsqu'ils proposent ce type de document, de documentaire ou de reportage même, il y a presque parfois de l'autocensure de la part des réalisateurs ou des productions, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas acceptés. Voilà. Donc le Rwanda, malheureusement, en fait partie. C'est-à-dire que là, il y a eu un énorme focus, un gros focus médiatique, parce que ce sont les 25 ans du génocide des Tutsis. Mais voilà, c'est retombé comme un soufflet. Je parle de manière un peu cynique, mais enfin, je le vois. Moi, j'ai continué à proposer des choses au Rwanda après, là, jusqu'à maintenant, sur d'autres questions liées au Rwanda et au génocide rwandais, et au génocide des Tutsis, et pas uniquement sur la présence française. Mais ça n'intéresse plus personne. C'est fait. Ça y est, on est passé à autre chose. Voilà, c'est cynique, c'est terrible. Mais ça, c'est lié non pas aux médias, c'est lié aussi au médium qu'est la télévision. Je vais raconter juste une anecdote. Ce film, il a été accepté par France 24, mais il a été proposé avant sur d'autres chaînes. Alors, il y a des chaînes qui avaient des très bons documentaires, notamment celui de Jean-Christophe Klotz, qui a fait un très beau documentaire sur France 3. Qui a été diffusé à 23h40. Évidemment. Qui est un documentaire, bien sûr, avec un documentaire merveilleux qui va être diffusé ici. Dit-on qu'il y a un documentaire formidable. Pardon. Mais j'avais proposé ce documentaire à la chaîne parlementaire, LCP. Et on m'avait dit oui d'abord. Donc la chaîne parlementaire m'avait dit oui, ça nous intéresse. On va faire une soirée pour parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Et je vous explique un petit peu le détail de comment ça se passe parce que c'est intéressant. J'ai envoyé un dossier donc écrit, comme on fait à chaque fois, et on m'a appelé. Derrière, les conseillers de programme m'ont appelé en me demandant qui va parler. Pareil, comme M. Védrine, qui va parler. Donc j'ai dit qu'il y aura Védrine, Kouchner, Langsad, etc., etc., et des Rwandais, évidemment. Et on m'a dit, est-ce qu'il y aura Noël Mamère? Donc,
Mais je rigole pas. Hein. Je dis, je ne sais pas, peut-être. Pourquoi pas, c'est possible. Enfin, j'en suis pas encore à lister exactement toutes les personnes qui vont s'exprimer. Et donc, on est revenu vers moi quelques jours plus tard, dans quelques semaines plus tard, pour me dire, ça nous intéresse, mais on vient de recevoir une proposition d'un documentaire sur la résilience des Rwandais voilà, face au génocide 25 ans après. Et ça nous intéresse. D'accord, très bien, c'est très intéressant en effet, évidemment. On peut peut-être faire les deux. Il dit, ah non, on ne va pas faire les deux. On préfère un film un petit peu humain plutôt qu'un film politique. Donc on m'a écarté. Enfin, on a écarté en tout cas le projet, mais ça a été dit. Hein. On préfère un film humain plutôt que politique. Mais j'ai dit, mais enfin, j'ai juste répondu, enfin, c'est politique, mais c'est humain. Enfin, c'est voilà. Non, mais voilà, pour répondre à ta question, Fabrice, c'est voilà comment ça se passe aussi concrètement. Donc les arbitrages sont faits à ce niveau-là. Si moi derrière je dis c'est une forme de censure, vous avez peur, parce que j'ai juste dit à mon interlocuteur qu'il avait peur de quelque chose, des représailles, de quelque chose. Il dit non, pas du tout, mais il y a un arbitrage et on a préféré prendre cet autre film. J'ai dit mais faites une soirée avec les deux films ou 3 ou 4, enfin peu importe. Non, voilà donc. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour ce film-là. Voilà. Laurent, toi, tu l'interprètes comment? Est-ce que c'est l'un des symptômes, parmi évidemment d'autres, hein, là, mais d'une honte, d'un déni, d'un mépris? Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Enfin, mon média, c'est la presse écrite. J'ai l'impression, je lis beaucoup la presse, mes collègues, tous les journaux, les magazines. J'ai l'impression que le sujet est quand même traité, enfin Libération, Le Monde, Le Figaro un peu moins quand même. Mais La Croix, quand même, j'ai aussi des pages. Dans la presse magazine aussi, me semble-t-il. D'autant qu'il y a beaucoup de journalistes de l'époque qui sont là encore, qui écrivent, qui portent ce sujet. Pour la télévision, moi je la regarde peu, donc je regarde peu les programmes de télé. Oui, c'est sûr il manque un grand rendez-vous sur cette question-là. Je sais pas, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'il y a des pressions? C'est sûr que c'est plombant comme sujet. C'est sûr que c'est plombant. C'est sûr que programmer un sujet à 20h30 sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, d'une part, et puis en plus, si on aborde la question de la responsabilité de la France dans ce dossier, d'autre part. Mais vous savez, la Shoah a mis des années avant de devenir un sujet traité par les grands médias télévisuels. Des années, il a fallu une série américaine pour que ça devienne un sujet traité il a fallu la série Holocauste pour que ça devienne un sujet mainstream. Le chagrin et la pitié avaient été censurés. Absolument. Donc il faudra peut-être... Audouard Rouzot dit qu'il faut 40 ans, je crois, entre le moment et la prise de conscience ou l'inscription de ce moment dans, je dirais, dans la conscience, sur la place publique, dans les lieux où se passe le débat. Ouais. Avant d'engager la discussion, les échanges avec la salle, une dernière question. Est-ce que, selon l'un et l'autre, vous pensez qu'il y a beaucoup à attendre, puisque nous, journalistes, nous sommes interdits de futur. C'est suffisamment compliqué d'essayer d'établir ce qui se passe et ce qui s'est passé, mais je pose quand même la question. Est-ce qu'il y a beaucoup à attendre de la commission qui vient d'être mise en place, qui a été mise en place il y a quelques semaines par le président de la République sur la libération des archives? Vous savez, souvent des incantations comme ça pour dire on va tout déclassifier, on va tout montrer. François Hollande l'avait déjà dit. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Là, il y a une commission d'historiens et de spécialistes qui a été mise en place. Est-ce qu'au fond, il y a beaucoup à attendre de cela, ou en réalité, c'est encore une façon peut-être de repousser l'examen clinique, critique de ce qui s'est passé et que nous savons déjà en réalité?
que je peux dire sur cette question, c'est, enfin, à ma connaissance, moi, ce que je ne comprends pas, moi, dans la commission, c'est plutôt la composition de la commission. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun spécialiste historien du Rwanda. Je ne comprends pas. J'ai compris l'argumentaire du côté de la commission et de la direction de la commission, mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, pour moi, cet argumentaire ne tient pas de dire qu'il faut des gens sortis de comment dire, je sais pas, comme si les historiens avaient un parti pris. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui me choque. Il y a des grands historiens, des grandes historiennes dans cette commission, mais enfin, il n'y en a aucun qui est spécialisé sur cette question. Ça me choque plus qu'autre chose. Après, qu'est-ce qui va en sortir? Je ne suis pas très optimiste sur des révélations, des responsabilités, des documents qui en disent plus que ce qui existe déjà. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas vu le principal, et s'il existe des choses dans ces archives, notamment celle de Mitterrand, de l'Élysée. J'imagine que le ménage a été fait un petit peu avant sur ces archives, je sais pas. Oui, parce que pour Voilà, expliquer, les archives de la présidence de la République sous Mitterrand ont été en quelque sorte privatisées, puisqu'elles sont aujourd'hui, elles ne sont pas versées aux archives nationales, elles sont entre les mains de l'Institut François Mitterrand, dirigé par une personne dont le prénom est Hubert et le nom de famille commence par V. Et donc l'accès se fait au compte-gouttes et de manière totalement discrétionnaire sur les pièces qui, à un terme, vont un jour être libérées. Voilà, pardon, une petite précision pour comprendre. Laurent ? Moi, je répondrai deux choses. D'abord, la composition, c'est, à mon sens, un scandale. C'est-à-dire que nous avons, alors au départ, c'était 9 membres. Aujourd'hui, ils sont 13 ou 14. Mais alors, attendez, il n'y a aucun connaisseur de l'histoire du Rwanda. Voilà. D'abord, aucun connaisseur du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Aucun connaisseur du Rwanda. Aucun connaisseur de la région des Grands Lacs. Aucun connaisseur de l'Afrique. Aucun spécialiste de l'histoire française en Afrique. Aucun spécialiste de la colonisation et de la décolonisation. C'est juste scandaleux. On nous prend pour qui? Alors oui, il y a des grands historiens, bien sûr, mais bien sûr. Même Vincent Duclerc, il est aussi historien. C'est le président de la commission. Lui, son sujet, c'est la question du génocide en Arménie. C'est très bien. Mais attendez, c'est pas le même sujet. Donc ça, c'est une chose, toujours liée à ce qui me paraît, moi, être un scandale, parce que, enfin, une commission de ce type doit être à la hauteur du sujet. On ne doit pas être médiocre. Il y a eu entre 800 000 et 1 million de personnes qui ont été tuées en 100 jours. Comment, et on accuse la France d'être complice, voire coupable de ce génocide. Enfin, l'accusation est énorme. Et qu'est-ce qu'on fait? On en prend... Enfin, moi, ça me choque. Et ça me met en colère. Je trouve ça complètement dingue. On nous prend pour qui? À cela, j'ajoute quoi? Est-ce qu'on va apprendre des choses? C'est mal parti. Oui, si je voulais dire, pardon, avant de finir sur ce point, sur ce qu'on va apprendre. Non, deuxième scandale, mais qui aurait dû tous nous mettre en colère. Le pouvoir politique récuse des spécialistes. Les spécialistes du Rwanda n'ont pas été la seule qui a fait l'effort d'apprendre le kinyarwandais. Hélène Dumas n'a pas été associée à ce projet. Mais c'est la seule historienne en France qui connaît le kinyarwanda, n'a pas été associée à ce projet. Mais pour qui on nous prend? Comment on peut accepter cela? Encore une fois, regardez de quoi on parle et où on est.
Va-t-on apprendre des choses? Pour ceux qui connaissent la question, moi j'en doute fort. Enfin, la commission doit rendre un rapport d'expertise, d'étape, pardon, dans un an. Donc, en principe, en mars 2020. Moi, il se trouve que j'ai quelques sources, pas mal, et j'ai aussi des amis dans l'armée, même si je peux être sévère parfois, n'empêche. Bon, je ne vais pas tout raconter mais en tout cas, il se trouve que je connais très bien quelqu'un qui est au ministère qui est aux archives de l'armée. Et donc il m'a dit, oui, Laurent, effectivement, on a été, ceux qui sont en charge de ce dossier ont déjà répertorié toutes les archives pour le mois de mars. Il fallait qu'on soit prêt pour le mois de mars. Alors je lui dis, il y a combien d'archives? Il me dit, il y a, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 200 ou 500 cartons. Pardonnez-moi, j'ai plus. Et combien de pièces par carton? 1000 pièces. Okay. Je revois cet ami en juillet, à la fin du mois de juillet. Je lui dis, alors, ils sont venus, la commission nucléaire? Ah non. En juillet. Mais enfin, ils t'ont appelé. Enfin, ils ont appelé. Non. Bon, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, peut-être qu'on va y trouver des choses. Maintenant, on sait quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi, alors, je vais vous faire un témoignage. Je l'avais mis dans le livre, et puis finalement, avec l'éditeur, on l'a enlevé, parce qu'il se trouve que en 1991, je faisais mon service militaire au service historique de la marine. Moi, je suis historien de formation, j'avais été pistonné, pour dire les choses rapidement, au service historique de la marine, et pendant mon service militaire, je faisais le rôle d'archiviste pour la marine. Et arrive là à la question de la déclassification des archives de la guerre d'Algérie. Et nous étions tout un groupe d'appelés, là, des historiens, on avait tous au minimum une maîtrise, une licence ou une maîtrise d'histoire, minimum. Et puis il y avait d'autres appelés qui étaient des matelots qui, plutôt formation CAP, qui n'étaient pas du tout, qui passent sur les questions d'archives, on leur demandait pas, moi j'ai fait des notes, des articles, cherchais pour travailler pour des historiens, c'était passionnant ce moment. Et puis il y avait donc d'autres soldats, d'autres appelés, qui étaient sur une activité, je dirais, plus classique pour le service militaire. Et on nous réunit, c'est pas qu'on nous réunit, on les réunit, on en réunit 3 ou 4, donc ceux qui avaient, aucun n'avait une formation d'historien. On était tout un groupe, on était 5 ou 6 d'historiens, d'étudiants d'histoire. Et en fait, ils choisissent 3 ou 4 matelots, appelés, des bons camarades, mais bon, et c'est eux qui, on les a vus pendant des jours et des jours, descendre du bureau, de la salle où l'étude des archives était faite, et on les voyait descendre avec des cartons de papier, je vous assure, j'ai vu ça, et qu'ils brûlaient dans un brasero. Ça, c'était en 1991, là, je peux le dire devant tout le monde, j'en suis témoin. Bon, alors, ce passage, du coup, je crois qu'on l'a un peu supprimé parce qu'on s'est dit, oula, tu vas te mettre encore. On va créer une polémique dans une polémique, c'est pas le sujet. Restons sur le sujet qui était la France au Rwanda. Donc voilà, non, maintenant, les archives, on peut toujours trouver des choses, un bon dans une note, mais on sait quand même beaucoup de choses. Et puis en plus, quelles sont les questions qu'on va poser aux archives? Vous savez, en histoire, on sait bien que la problématique détermine le champ d'étude et d'une certaine manière la réponse aussi. Et puis il y a les dates. Pourquoi s'arrêter en 94? Ça ne s'arrête pas en 94. L'histoire continue après 94. Pourquoi on s'arrête en 94? Et puis, de qui on va parler? De quoi on va parler? Ça me paraît très, très flou. En tout cas, on aurait, je sais pas, vous imaginez une commission sur la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs, dans laquelle il n'y a aucun spécialiste de Vichy, aucun spécialiste de l'antisémitisme, aucun spécialiste des années 30 ou de la Seconde Guerre mondiale, aucun spécialiste de la Troisième République, aucun spécialiste du XXe siècle? Ce serait juste intolérable. Voilà ce que je pense de cette commission.
Merci. Est-ce qu'il y a des... Enfin oui, c'est pas est-ce qu'il y a, il y en a, j'en suis sûr, hein, puisque vous le savez, la mauvaise question, c'est celle qu'on pose pas. Madame. Merci, bonjour. Bonsoir. C'est juste pour une remarque sur ce que vous avez dit sur les archives nationales de la présidence. Elles sont bien aux archives nationales, elles ne sont pas à l'Institut François Mitterrand, depuis la commission qui laisse. Elles ont été déposées, simplement, elles sont sous mandat de Dominique Bertinotti, qui est effectivement proche de l'Institut François Mitterrand. Mais Oui, on ne peut pas dire qu'elles y sont pas. Non, j'ai fait un raccourci, mais l'accès aux archives est un accès qui est contrôlé, en effet, par l'Institut François Mitterrand, pour être plus... Non, par la personne privée de Dominique Bertinotti, c'est quand même pas la même chose. Voilà. Oui. Par contre, j'aurais simplement une question là-dessus. Vous avez parlé du coup des archives, des archives présidentielles, des archives de la Défense. Est-ce qu'on sait, cette commission, est-ce qu'on sait à quels autres types d'archives elle pourrait avoir accès ? Quand on nous a présenté ce dossier, donc quand on a eu une réunion... moi, j'étais convié à un briefing à l'Élysée le jour de l'annonce de cette commission. Et pour dire les choses simplement, le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, de Paris, donc, nous a présenté les choses. Et on lui a posé la question, alors quel est le champ ? Et moi, j'ai cru comprendre. Alors, j'ai pas enregistré cet entretien, mais donc il faudrait que j'avais pris des notes quand même. Et j'ai cru comprendre que c'était à la demande, la commission choisissait, comment on dit, à la discrétion, merci, de la commission. Bah oui, Vincent était aussi, Vincent Hugeux qui est là, grand journaliste de l'Express, qui était au Rwanda en 94, qui a fait partie de ceux qui a écrit sur Bicicero. Vincent était présent, tu confirmes, hein, à la discrétion de la commission. Hein, c'est ça. C'est ça, voilà. Je ne sais pas, moi j'avais posé, je crois, une question, mais pourquoi il n'y a pas non plus des historiens, des spécialistes de l'étranger ? Après tout, ça m'intéresse le regard de l'étranger. Pour la question, en tout cas, quand même, c'était quand même assez savoureux. On lui a posé la question sur mais pourquoi pas d'historien, pourquoi pas de spécialiste, et on nous avait répondu la chose suivante. Enfin, il nous avait répondu mais vous vous rendez compte, c'est très clivant comme histoire. Ça va totalement bloquer le travail de la commission. Ces historiens, en deux mots, sont incapables de travailler ensemble. Donc, pour enfin aboutir pour permettre à cette commission de faire son travail jusqu'au bout, on a préféré, en d'autres termes, ne pas demander aux spécialistes de siéger dans cette commission. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. Point factuel, merci. Précisément, je me souviens qu'on était plusieurs à avoir réagi au casting initial et au caractère insolite qui a été soulevé par vous. Et il nous avait été dit que c'était juste... l'équipe de départ et qu'elle pouvait être appelée à être enrichie par d'autres compétences. C'est une expression qui a été employée. Or, si j'ai bien compris, il y a effectivement 3 ou 4 membres de plus, mais aucun ne répond aux critères élémentaires qui ont été rappelés. Et au passage, c'est une remarque un peu ironique, mais ça me rappelle tout à fait ce qui nous a été dit lors du lancement du Conseil présidentiel pour l'Afrique, le CPA, où nous pouvions avoir les mêmes perplexités quant à sa composition, et il nous avait été dit, mais ne soyons pas figés, tout ça va évoluer, nous allons recruter de nouvelles compétences. En fait, certains sont partis, j'en ai pas vu beaucoup arriver. Donc, je veux dire, sans établir d'analogie qui serait un peu artificielle, c'est quand même le même type d'argumentaire qui avait été invoqué à ce moment-là. Non, mais il y avait un écho assez saisissant, parce que on était aussi à ce même briefing, à l'annonce de la composition du Conseil présidentiel pour l'Afrique, où on s'était on était surpris, il y avait une dizaine de personnes. Là aussi, il n'y avait aucun spécialiste de l'Afrique, je sais pas, en France, on a des écoles, je me rendais compte, entre le Sciences Po, le CERI, l'école des hautes études, les universités, aucun spécialiste de l'Afrique dans ce Conseil pour l'Afrique. Aucun membre des ONG de défense des droits de l'homme qui, tous les 5 ou 6 mois, établissent des rapports sur la situation dans tel ou tel pays. Donc cet écho-là, cette expertise et cette sensibilité-là étaient totalement absentes de cette commission. Et on nous avait dit, effectivement, on verra plus tard. 3 ans plus tard, on attend toujours. Monsieur ? Oui.
un point supplémentaire d'inquiétude à propos des archives, c'est le communiqué qui est sorti de l'Élysée à propos de la mort de Pierre Péan. Puisque lors de la mort de Pierre Péan cet été, dont on connaît les positions négationnistes, on peut dire, à propos du génocide des Tutsis, il y avait quelques lignes du communiqué de l'Élysée, dont une mention explicite au fait qu'il avait remis en cause, plus ou moins, je n'ai pas la formulation exacte en tête, mais quelque chose qui rendait hommage au fait qu'il avait relativisé la gravité de l'implication de la France dans ce qui s'était passé au Rwanda. Donc ça, je crois que c'est un indice supplémentaire une raison supplémentaire de s'inquiéter, et surtout la présence massive d'Hubert Védrine. Je ne sais pas si vous avez, l'un d'entre vous, a écouté la radio aujourd'hui à propos de la mort de Chirac. On l'entendait toute la journée, et on voit à quel point, on le voit dans le film aussi, comment ce type, qui semble-t-il a aussi eu une influence sur le tournant pro-Poutine un peu de Macron, jouit d'une influence qui fait qu'on se dit que le rôle qu'il a joué lui-même et les autres lors du génocide de 1994 ne risque pas tout de suite d'être révélé. Et la composition de la commission, en effet, et le rôle de Madame Bertinotti. Ce qui est tout à fait étonnant à propos de Madame Bertinotti, c'est qu'elle est membre d'un mouvement qui s'appelle Génération, de Benoît Hamon, lequel, je ne crois pas, ait une attitude, enfin plutôt une attitude correcte, me semble-t-il, dans ces matières-là. Mais comment est-ce que tout ça peut se combiner ? Et on sent même, pardon, je prolonge un peu votre réflexion, je vous remercie, on sent même, parfois même au sein d'une génération, par exemple, je peux parler du Parti socialiste, qui n'a pas été celle qui a été au pouvoir. Je pense à Olivier Faure, qui est l'actuel patron du Parti socialiste, qui continue de défendre un certain nombre de positions mitterrandiennes, notamment vis-à-vis du fameux attentat du 6 avril, de la prétendue responsabilité du FPR, dont des enquêtes judiciaires ont d'ailleurs fait litière depuis un moment. Et comment expliquer ce saut de génération qui, pour un Olivier Faure qui n'était pas dans le Parti socialiste, qui était celui de François Mitterrand, ou d'un Emmanuel Macron, qui était censé être la locomotive d'un nouveau monde, dont on voit en réalité des persistances très ancrées dans un passé qui ne passe pas. Moi, Olivier Faure, je l'ai contacté à plusieurs reprises pour discuter avec lui, pas forcément pour le mettre dans ce film, mais en tout cas pour discuter avec lui. Il n'a jamais souhaité s'exprimer, en tout cas pas sur cette position-là, parce que j'ai appris par des militants socialistes, en effet, que c'était compliqué pour lui, c'est ce qu'il disait, le dossier rwandais, c'est comme ça qu'il l'appelle. Je pense qu'il y a une fidélité, tout simplement, à la mémoire de la politique mitterrandienne de l'époque, et de la politique africaine de Mitterrand. Je pense que c'est pas plus, j'ai l'impression que c'est pas plus compliqué que ça pour cette génération. Qu'elle connaît, ou qu'elle connaisse bien ou qu'elle connaisse pas du tout, qu'elle se soit intéressée ou pas au génocide des Tutsis. On a l'impression, en tout cas pour ces personnes-là, que voilà, c'est la politique de Mitterrand de l'époque. On peut pas lui reprocher ses erreurs. C'est comme les fidèles à Mao. C'est-à-dire que c'est 70% de bonnes choses et 30% d'erreurs. Laurent ? Moi, je voudrais dire 3 choses, si vous voulez bien. La première, c'est pour Péan. Juste une anecdote. Il se trouve qu'au mois de juin, je réfléchissais à comment aller dans le nord du... Alors vous allez voir, je vais en venir, ne vous inquiétez pas. Dans le nord du Bénin. J'étais très curieux de savoir pourquoi la France avait mis cette zone en zone rouge. Donc je voulais aller au parc de la Pandjari, là où donc 2 Français avaient été enlevés le 1er mai. Parce que moi, les indicateurs que j'avais, c'était que la zone n'était pas aussi dangereuse que ça là. Et puis bon, voilà, j'avais envie d'y aller. Donc avant d'y aller, quand même, j'ai pris mes précautions. J'ouvre mon réseau, etc. Bon, enfin, je rencontre je vais vite, ce qu'on appelle un vieux sorcier blanc, enfin, qui connaît très bien la zone. Et je me suis dit, bon, bah lui, il pourra me donner des éléments de sécurité qui étaient pour moi importants avant d'y aller. Et donc on déjeune ensemble. Et puis à la fin du déjeuner, il me dit, tiens, je vais voir Péan.
Ah, on était au Select. Pardon, on était au... Parce que Péan, elle est souvent au Select. Comment? On était juste à côté du Select, j'ai oublié le nom. Enfin, le Dôme, voilà, pardonnez-moi. Enfin, ce vieux blanc m'avait invité au Dôme. Et donc, à la fin, il me dit, je vais voir Péan, j'ai rendez-vous avec lui, on va prendre un café à 14h, 14h30, je sais plus. Alors, je lui dis, est-ce que je peux venir avec vous? Et il me dit, ah ouais, pourquoi? Je dis, bah voilà, moi, Laurent Péan, j'en ai beaucoup entendu parler. Bon, enfin, donc, il me dit, pas de problème. Et donc, on y va, et effectivement, Péan arrive avec sa moto, il sort, avec son blouson en cuir, etc. Il traverse la rue, et donc, il salue ce monsieur. Il tombe, et donc, il se retourne vers moi, et je me présente, Laurent Larcher, journaliste au quotidien La Croix. Il dit, ouais, je vois tout à fait qui vous êtes, c'est vous l'Américain. Ouais. Bon, ensuite, je n'ai pas osé aller plus loin, ça m'a semblé. Puis j'avais vraiment besoin des réseaux pour rentrer entier du Bénin. Donc voilà, c'est une anecdote quand même que j'avais envie de vous raconter, parce qu'il est mort 3 semaines après, mais tiens, l'Américain. Donc voilà, ça fait un peu écho quand même à ce que je vous disais, je crois, tout à l'heure. Ensuite, pour la question du Parti socialiste, oui, donc 2 choses. La première, rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, Raphaël Glucksmann, tous ces socialistes ne l'ont pas aidé pendant la campagne des européennes. Il a été un peu seul en première ligne. Mais il a osé évoquer le Rwanda. Et alors là, on les a tous vus, mais il y a eu un comité de soutien anti-Glucksmann du côté du PS qui a été juste extraordinaire. C'était un grand moment, ce moment. Une lettre d'une vingtaine d'anciens ministres, 23. Comment? Dont Roland Dumas, oui, qui évidemment, lui aussi, dans l'affaire, bien sûr. Et puis alors, pour parler du Parti socialiste, j'ai en face de moi Annie Faure. Je ne sais pas si vous connaissez Annie, mais Annie a une double casquette. Enfin, moi, je la connais en tout cas sous une double casquette. D'abord parce qu'elle était médecin au Rwanda en 1994. Donc elle a assisté, tu étais d'avril à juin 1994. Bon voilà, donc non seulement on se tutoie, donc je ne vais pas faire semblant de ne pas te tutoyer. Donc, non seulement elle a cette casquette de témoin et d'acteur, et tu es au Parti socialiste. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Annie Faure a été invitée à une matinale sur France Inter. C'était au début du mois d'avril, où tu as poussé un coup de gueule contre le Parti socialiste. C'était un lundi matin, et le jeudi, Hubert Védrine était à ta place et c'était le grand invité de la matinale et a pu répondre largement. Et les journalistes, je les ai trouvés assez peu offensifs. Mais raconte une seconde juste la manière dont au Parti socialiste, comment tu es aujourd'hui perçu. Oh là là, c'est un vaste sujet. Là. Donc tout ce que vous avez dit est vrai sur le Parti socialiste, c'est-à-dire qu'Olivier Faure longe les murs en sachant pas trop comment soutenir Glucksmann, c'est-à-dire en disant cette phrase qui pour moi est toujours la phrase clé de la compréhension de quelqu'un sur le Rwanda, c'est-à-dire il y a plusieurs versions, ce sont des opinions. Moi, je suis encore considérée au Parti socialiste, et je parle à côté du Parti socialiste du 17e, comme ayant quelqu'un qui a des opinions. Ça a donné lieu à des échauffourées, des engueulades, des crises de ma part, des claquages de porte. Je ne supporte pas qu'on dise que j'ai des opinions sur le Rwanda, parce qu'on sait très bien ce que signifie ce vocabulaire-là. Donc, c'est très. Il était question normalement au mois de septembre de présenter le film Tuez-les tous de Glucksmann dans un comité. C'est bizarre, on n'entend plus parler parce qu'évidemment on s'intéresse au municipal. Donc un clou chasse l'autre, en politique on fait autre chose. Donc il n'y a pas de doute que le Parti socialiste n'est pas du tout mûr, et c'est exactement ce que disait Michael Strong tout à l'heure. Ils sont dans les bottes de François Mitterrand. Il n'y a aucun moyen, et j'ai essayé par tous les moyens de leur faire comprendre qu'on pouvait critiquer Mitterrand tout en restant socialiste, mais il n'y a pas moyen. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce qui s'est passé sur France Inter l'autre jour, en fait, l'interview, ça s'est passé dans le jardin du Luxembourg, quand on faisait une marche pour le génocide, et c'est Florence Perrin-Coellos
qui à ce moment-là m'a interviewé. Et je me suis lâchée. J'ai dit des choses sur Olivier Faure et sur Védrine. Et c'est passé quelques jours après. J'étais très étonnée. Je ne savais pas que ça allait être retenu. Et après, Védrine s'est fait inviter sur France Inter pour parler. Alors, il a été interviewé sur le Brexit, sur d'autres choses. Il a fait son Védrine, c'est-à-dire, je vous explique les choses. Moi, je suis le politique qui comprend, j'ai l'expérience. Toujours la même technique de parole, la même technique de dragage ou de séduction des gens. Puis après, en fait, il était venu surtout pour la fraise que j'avais eu le malheur de sortir quelques jours avant. Et là, il a sorti une feuille qu'il avait déjà écrite. Donc, il a lu ça sur France Inter où il me menaçait de poursuites. Il se réservait le soin de réfléchir aux poursuites qu'il allait engager contre moi. Donc, il n'y a eu aucune poursuite engagée, alors que notre rêve à tous, ce serait que Védrine, effectivement, fasse enfin un procès à quelqu'un comme moi ou n'importe qui d'autre, parce que là, il en entendrait beaucoup. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais le PS est extrêmement décevant. Moi, je n'y arrive pas du tout, quoi. Donc j'arrête pas de dire que je vais démissionner tout le temps. Effectivement, je pense que je vais pas me présenter au municipal parce que trop, c'est trop. Concernant Hubert Védrine, juste pour qu'on comprenne vraiment, enfin, je crois qu'on a bien compris, mais parmi les alertes qu'il y a eu avant le génocide, il y a eu les alertes du général Jean Varret. Il y a eu celle de l'ambassadeur Martre qui a fait un télégramme diplomatique pour dire un génocide est en route. C'est ce qu'il écrit. Un génocide est en route. Bon, il ne se passe rien. Et puis il y a quelqu'un qui est extérieur aux autorités, qui est Jean Carbonard, membre de la Fédération internationale des droits de l'homme, fondateur de l'association Survie. Vous pouvez retrouver, d'ailleurs on voit la vidéo dans l'exposition, mais vous pouvez retrouver sur le site de l'INA un passage déchirant, bouleversant d'humanité, qui est son passage en janvier 94, donc 93, pardon, oui 93, donc un an, 21 janvier, un an et 3 mois avant le début du génocide, d'un homme qui revient d'une mission au Rwanda pour la Fédération internationale des droits de l'homme et qui dit un génocide est en route. Qui le dit, la voix étranglée de sanglots face à un Bruno Mazur qui présente le 20h. Et pour un papier que j'ai rédigé au moment des 25 ans du génocide, que j'avais titré « Une tache sur le drapeau », j'avais retrouvé un article de Philippe Lançon, qui écrivait sur la télé pour Libération à la fin des années 90. Et il avait chroniqué une émission d'arrêt sur image, qui à l'époque était sur France 5, qui datait de 99, où Hubert Védrine était invité. J'ai retrouvé l'émission, et ce que écrivait Philippe Lançon était exact, où a été soumis à Hubert Védrine, présent à Arrêt sur Image, le témoignage bouleversant aux 20h de Jean Carbonard. Et je vais vous lire quels ont été les mots d'Hubert Védrine. Ce pseudo-avertissement sur les génocides, c'est une présentation comme ça pour ameuter le chaland. Nous sommes en 99. C'est-à-dire qu'il y a eu, entre-temps, entre 800 et 1 million de morts en 100 jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, moi, si j'aurais... Pardon. Je voulais juste faire un commentaire là, sur ces images de Jean Carbonard, parce qu'on les a mises dans l'exposition. Mais j'ai mis aussi un reportage qu'il y avait avant Jean Carbonard et qu'on ne voit pas. Parce qu'on parlait de la télévision, qu'est-ce qui se dit à la télévision. Et le reportage, donc, qui est par les équipes du journal de France 2, est vraiment très intéressant aussi, parce qu'il est absolument dit qui tue qui, avec des images de fausses, devant le maire qui regarde comme si c'est devant chez lui. Donc on parle toujours de Jean Carbonard, et c'est très intéressant justement si Védrine dit ça, parce qu'en même temps, il y a quand même ce reportage aussi à côté, tout de même, qui est assez clair. Absolument, et Jean-Christophe Klotz, dont on parlait tout à l'heure, était un journaliste de l'agence CAPA qui était sur place en temps réel et qui a montré les images de ce qui se passait. Oui, je voulais juste apporter une précision que je trouve moi vraiment éclairante. Oui, il y a eu des alertes, mais il y a aussi des spécialistes. Je vais revenir là-dessus, des gens comme, des spécialistes, parce qu'il y a quand même des spécialistes en France qui travaillent sur la région des Grands Lacs. Il y en avait en 90, 91, 92, 93, 94. Il y en avait même au Parti socialiste. Je pense à Gérard Prunier. Oui. Gérard Prunier est un spécialiste de la question. Il sait ce qui se passe, il alerte, il n'est pas écouté. Mais il n'est pas le seul. Il y a Jean-François Bayard, qui est au Quai d'Orsay. Et là, il y a un truc, il y a une constante dans la manière dont ceux qui sont au pouvoir conçoivent la politique étrangère,
c'est et jusqu'au Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est de ne pas écouter, accueillir, ou en tout cas inviter les spécialistes. Mais bon, il se trouve que moi, je couvre l'Afrique. Mais c'est juste impressionnant. Par exemple, l'opération Sangaris en Centrafrique. Tous les spécialistes de la Centrafrique. Aucun, je pense à Roland Marshall, dont on devrait parler un peu plus souvent. Et les autres, Vircoulon, etc. Aucun n'avait été invité à l'Élysée pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, où ça... Aucun. Pareil pour le Mali, aucun. Et ceux qui sont les spécialistes qui voient, qui disent l'intervention militaire n'est pas forcément la bonne chose, on les vire. Tu étais là aussi à l'IFRI, lorsque Laurent Bigot, qui connaissait, s'inquiète, dit simplement, nous sommes en 2011 ou 2012, qu'après le Mali, ça va être le Burkina Faso qui va s'effondrer, il est renvoyé du Quai d'Orsay. Il y a une constante dans la manière dont la politique est conçue en France, en tout cas la politique extérieure, celle que j'étudie, qui, moi, me sidère, qui est... Il n'y a aucune place pour ces spécialistes. Même pas un strapontin. Nous avons des hommes qui vivent entre eux, c'est souvent des hommes, hein, c'est pour ça que je dis ça, qui vivent entre eux, qui pensent la même chose, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont éliminé tous ceux qui étaient différents, et qui décident pour nous, comme pour le Rwanda, de choses juste aberrantes. Et ils ne tirent aucune leçon. Il se trouve que je connais un ambassadeur qui n'était pas, lui, à l'époque, aux affaires en 1994, mais je lui dis, mais quand même, est-ce que vous tirez des leçons du Rwanda? Est-ce qu'à l'ENA, il y a un cours? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nos ambassadeurs ne sont pas formés à penser ce qui s'est passé. On ne tire aucune leçon de ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, c'est un scandale énorme que des pruniers en 92 ou 93, il y a eu des militaires, il y a eu des ambassadeurs, il y a eu des consuls, mais il y avait aussi des gens qui étaient formés, que nous avons payés pour être formés, pour nous éclairer sur les problématiques africaines, n'ont pas été reçus, n'ont pas été entendus, et quand ils ont été entendus, on se moquait d'eux. Voilà. On peut ajouter, si je peux me permettre, parce que l'État n'est pas un bloc monolithique, que par exemple dans l'appareil des services de renseignement, il y a eu très nettement deux courants tout à fait différents sur la question du génocide des Tutsis au Rwanda, sa préparation, sa commission après. Il y avait d'un côté la DGSE, qui était je crois peut dire, d'une clairvoyance qu'un autre service, la direction du renseignement militaire, n'avait pas, et le pouvoir politique ne s'est appuyé que sur les renseignements qui allaient dans le sens de ses convictions et pas sur celui de la DGSE, dont un certain nombre de notes sont remontées à la surface ces dernières années, qui parfois ont été publiées, y compris par un journal pour lequel je travaille, qui montraient que, que la vérité n'est pas une opinion comme une autre, et qu'il y avait des faits, mais qu'on ne voulait pas les mais là encore, il y a un truc juste gigantesque. Vous savez qui dirige la DGSE à l'époque? C'est le beau-frère de l'amiral Langsad. Donc il se voyait. Le propre beau-frère de l'amiral Langsad, qui lui a des notes qui lui disent « Attention, voilà ce qui se passe, l'avion, c'est pas le FPR, c'est le Hutu Power ». Le propre beau-frère de l'amiral Langsad, qui aujourd'hui encore pense que l'avion a été dégommé par le FPR, qu'au fond, quand même, Abiyarimana, c'est... Enfin bon, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais disons qu'il semble dire que Kagame, quand même, quelle histoire, hein, il ne pouvait pas ne pas être au courant. C'était le beau-frère de celui de l'un des principaux acteur de cette histoire et de cette catastrophe, de cette faillite de notre diplomatie à l'étranger. Le propre beau-frère savait ce qui se passait et n'a pas été entendu. Je crois qu'il y avait une question au fond. Oui. Qui je suis
Je m'appelle Marcel Kabanda. Je suis président de l'association Ibuka France. Michael me connaît certainement, puisqu'il m'a plusieurs fois appelé et que je n'ai jamais eu le temps de lui répondre. D'abord, je vous remercie pour pas seulement la présentation, mais le travail qui nous est présenté, effectivement, que ce soit l'ouvrage de M. Larchant et que ce soit le film de Michael Sampé, on est très heureux de recevoir ces documents. Mais en même temps, tout à l'heure, on a dit que cette question du Rwanda n'était pas à la télé parce que, paraît-il, ça n'intéressait personne. Bon. Moi, quand je vais partout où nous sommes invités, en France, dans les écoles, dans les associations, la même question m'est posée, y compris par les enfants. Quelle a été l'aurore de la France? Donc, contrairement à ce qu'on pense, cette question intéresse les gens. Les gens voudraient comprendre. Ce n'est pas vrai que ça n'intéresse pas les gens. C'est justement parce que ça intéresse les gens que ça ne passe pas. Maintenant, dans la mesure... Ça n'intéresse pas les gens qui dirigent. Voilà, qui dirigent les rédactions. Alors, mais en même temps, justement, dans la mesure où les gens qui dirigent, qui décident de ce qu'ils doivent montrer, évidemment, ne sont pas intéressés, je trouve que c'est l'occasion de remercier le mémorial de la Shoah qui, depuis des années, effectivement, nous donne cet espace aux rescapés pour témoigner, aux spécialistes, évidemment, pour parler de cette question, et aux journalistes, aux réalisateurs de présenter leurs travaux. Vraiment, je voudrais bien qu'ils soient remerciés comme ils doivent l'être. S'agissant de... Je vais commencer par des questions qui paraissent anecdotiques. Monsieur Payan, il a été accusé il y a quelques années pour son livre Noir et Fureur, Blanc menteur, etc. Il était poursuivi pour les 4 premières pages de son livre qui traitait des femmes, des Tutsis et notamment de leurs femmes, qui étaient présentées comme étant perverses, comme étant menteuses, etc. Il faut savoir qui est venu témoigner pour Monsieur Payan. Je les connais puisque je me suis trouvé toute une après-midi avec eux enfermés dans la salle. Il y avait qui? Hubert Védrine, il y avait Lafourcade, il y avait Robardet, qui n'est pas interviewé, et il y avait tous ces gens qui ne connaissaient pas le Rwanda et qui pouvaient donc avoir quelque chose à dire sur le comportement de la femme Tutsi. Mais ils étaient là. Quant au communiqué dont on a parlé tout à l'heure, j'ai posé la question en effet à l'Élysée, mais pourquoi ce communiqué après la mort de M. Payan? La réponse est, ce communiqué nous a échappé, beaucoup de gens étaient en vacances. Je ferme la parenthèse. Pour la commission, ce qui m'inquiète, c'est 2 choses. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de spécialistes. Soit dit en passant, il y a des spécialistes du Rwanda que je n'aurais pas voulu voir figurer dans la commission, qui d'ailleurs ont été approchés pendant les années 90-93 et qui aujourd'hui disent le contraire de tout ce qu'ils ont dit à l'époque. Bon. Maintenant, je dis que ce qui m'inquiète, ce n'est pas forcément spécialiste ou pas spécialiste, mais 2 choses. C'est que d'abord, le choix de la commission, puisque la commission nous a été présentée le 5 avril, en même temps que vous, les journalistes, peut-être un peu avant vous, mais je ne sais plus à quel moment. Mais en tout cas, quand nous lui avons posé la question de savoir pourquoi il y avait ceci et pas cela, le président Macron a dit, si j'avais choisi ceci, il n'aurait pas eu accès aux documents. Ceci veut dire que même si lui, il a envie que les choses s'ouvrent, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que ça s'ouvre et ces gens ont un certain pouvoir ou un pouvoir certain. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est au fond une espèce de fascination, j'appelle ça une fascination, de l'archive. Je ne suis pas certain. Vous n'avez pas eu accès aux archives,
Michael. Mais ce que vous nous présentez, ce qui nous est présenté depuis 25 ans, a un sens. Et c'est clair. Sans avoir eu accès à ces boîtes. Quand M. Hollande a dit en 2014, je vais ouvrir les archives et qu'il ne l'a même pas fait, j'ai été interviewé par je ne sais plus quelle chaîne, je leur ai dit que la vérité n'était pas dans les boîtes. Et que de toute façon, nous n'avons pas attendu les boîtes pour savoir. Et en effet. Donc, ce qui m'inquiète, c'est de nous dire demain, voyez, il n'y avait rien. Puisqu'il n'y a pas, je suppose, un document sur lequel on ne va pas trouver ça dans les archives. Donc, si ce document existait, je suppose qu'ils ont eu le temps de le mettre à l'abri des regards indiscrets ou simplement de le faire disparaître. Donc, cette question de l'archive et de la fascination de l'archive m'inquiète énormément. Et la question que je me pose, c'est quelle est l'importance que la Commission accorde au témoignage? Voilà, c'est ça mon problème, parce que dans le témoignage, il y a énormément de choses. Tous les films qui nous ont été montrés, votre ouvrage le montre, il y a dans les témoignages des choses très précises, des choses qui sont incontestables, qui ne sont pas contestées. Et donc, voilà, là se trouvent mes inquiétudes, mais j'ai aussi de l'espoir. L'espoir, c'est que cette commission, ce n'est pas la dernière page de l'histoire. Au fond, je pense que nous sommes là, vous êtes là, pour que l'interrogation demeure. Et pour qu'un jour, peut-être pas dans 50 ans, on arrive à savoir quelque chose. Donc, voilà, mon espoir est dans vous, beaucoup plus que dans une commission qui est créée, elle est ce qu'elle est, elle nous apportera certainement quelque chose. Mais je ne me dis pas qu'on est à la fin de l'histoire. Merci. Est-ce qu'il y a volonté de réagir ou d'autres questions, madame? Si, Laurent? Et après, on finit. Ah, comment on finit? Pardon? D'accord. Alors, Laurent, et après... non, moi, je ne vais pas parler du racisme, mais juste quand même pour vous dire qu'il y a des questions qu'il faut qu'on aborde, qu'il faut qu'on creuse, dont on n'a pas encore les contours. Enfin, en tout cas, il y a certaines questions que je veux comprendre et que je vais comprendre. Je pense notamment à l'après 94. Qu'est-ce qui s'est passé après 94 ? On dit beaucoup que certains Français ont continué à soutenir les génocidaires après le génocide. Je suis sur la trace, moi, par exemple, d'un camp. C'est dans le livre, on m'en a parlé, c'est juste une histoire, mais parce que voilà, c'est toujours présent, il faut qu'on creuse, c'est pas fini cette histoire, elle est vraiment pas finie. Pendant ces entretiens, William Dochy, qui est aussi dans ton film, pardon, Wilfred Dochy, me parle d'un camp qui s'appelle le camp du Lac Vert, dans lequel, pense-t-il, lui il est à Goma, un camp qui serait à la périphérie de Goma, une trentaine de kilomètres de Goma, dans lequel, me dit-il, les armes, enfin lui il entend que les armes qui sont envoyées à Goma vont directement dans ce camp du Lac Vert, dans lequel il y aurait les phares, et le camp serait protégé par l'armée française. Moi franchement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh, d'abord bon, les rumeurs, les machins, les trucs... Je le mets dans le livre parce qu'il le dit. Et je crois même que dans le livre, je mets une forme de réserve en disant ça me paraît quand même un peu gros. Parce qu'il est entraîné, enfin, le camp armé, protégé, entraîné par l'armée française, en vue de quoi? D'une reprise du combat. Moi, franchement, quand il m'a dit ça, c'était au mois de novembre, j'ai tout. Pourtant, voilà. Il se trouve que ce camp du Lac Vert m'est apparu à deux reprises récemment. La deuxième fois par un ancien fonctionnaire des Nations Unies qui est ici, dans la salle, Charles Pietri, qui, je ne sais pas si Charles pourrait aller là-bas, Charles, lui, était aussi à Kigali en 1994. Et il se trouve qu'on a on a dîné il n'y a pas très longtemps ensemble, et puis dans la conversation de tout ça, je parle
aussi, parmi les questions que je lui pose, est-ce qu'il avait entendu parler de ce camp du lac Vert? Et il me dit oui, qu'il en avait entendu parler aussi, et à peu près dans les mêmes propos que Doshi. Mais il en a entendu parler. Mais en tout cas, le deuxième témoin de l'époque qui me rapportait cette histoire. J'étais à l'extrême nord du Cameroun la semaine dernière, j'en reviens. C'est comme ça, les choses sont tout à fait étranges. Là, j'ai fait une enquête sur quel est l'état de la situation sécuritaire dans l'extrême nord du Cameroun. Et pour y aller, en fait, je dormais dans une base d'une ONG, Action contre la faim, et celui qui dirigeait cette base est un Congolais qui avait 20 ans en 1994. Il habitait Goma. Et ah bon, t'étais là, comment t'as vu, qu'est-ce que t'as vu Et lui, et au fait, tiens, est-ce que t'as entendu parler du camp du lac Vert? Il me dit, bien sûr. Non seulement j'ai entendu parler, mais moi j'ai apporté de l'eau et de la nourriture à ceux qui étaient là. Alors je lui dis, bon, et qu'est-ce que tu as vu? L'armée, les phares étaient bien organisés, tentes, machin, les armes étaient... il y avait des entraînements et le camp était protégé par l'armée française. Et là, il y a des choses encore à découvrir. Il y a des choses à découvrir. Moi, il y a aussi un autre élément que moi je veux creuser absolument, c'est le rôle de l'Église. Ça, c'est un de mes axes majeurs. Le rôle des missionnaires. Et dans le discours, et dans l'élaboration du discours ethniciste. Et ensuite, dans la manière dont on va gommer ce qui ne correspond pas à la fable qu'on se raconte. Je vous rappelle que même le pape Jean-Paul II va à Kigali en 1990, 2 mois avant l'opération du FPR. Et puis, c'est aussi, et ça, je vous en parle parce que j'essaie d'enquêter, d'y voir plus clair, l'Église française. Encore une fois, cette histoire est aussi une histoire française. Et il y a un diocèse en France, le diocèse de Rouen, qui a un rôle dans cette histoire, qu'il faut qu'on creuse. Et il y a un évêque qui s'appelle Monseigneur Duval. Alors, je te le dis, mais ne te précipite pas dessus. Parce que là, ça serait de la diffamation. Enfin, l'homme est mort. Mais enfin, en tout cas, il se trouve que Duval, je le connais. Je l'ai vu à son retour de Goma en 1994. Et déjà, j'étais très surpris de la manière dont il parlait de Goma et de ce qu'il avait vu. Et le silence qu'il voulait nous imposer à nous qui posions des questions sur la responsabilité. Parce que moi, en 1994, j'interrogeais déjà les gens sur la question des causes. Et donc, Monseigneur Duval, semble-t-il, enfin, c'est pas semble-t-il, c'est qu'on le sait, dans son diocèse, un certain nombre de séminaristes et de prêtres, Hutus, réfugiés dans les camps en 1994, été 1995, ont été exfiltrés et ont été incardinés dans son diocèse. Alors ça, il faut qu'on creuse aussi. Ça, ce ne sont pas les archives de la commission qui vont nous dire tout ça. Mais ça, ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose, enfin, qu'il faut qu'on éclaire. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Charles est sur les traces d'un génocidaire, un de ses camarades de l'ONU. L'ONU a aussi une responsabilité dans cette question. Comment? C'est peu de le dire. Il y a des gens aujourd'hui en France qui sont des génocidaires. Agathe, la présidente. Il y a aussi une chose que j'ai découvert récemment. C'est quand même dingue. En fait, il y a aussi les aumôniers militaires qui ont une responsabilité, je crois, dans je vais me faire des ennemis, mais tant pis, dans la manière dont percevoir les choses. Les aumôniers militaires ont épousé, évidemment, le point de vue des militaires sur place, c'est-à-dire c'est un conflit ethnique. Les Tutsis du FPR il faut absolument les repousser du Rwanda. Ceux qui commettent les crimes, c'est les Tutsis, et Kagame et Pierre Habyarimana. Grosso modo, je résume bien sûr les choses. J'y vais là à la serpe, ou plutôt à la hache, pour résumer leur position. Qui est l'évêque aux armées de l'époque, Monseigneur Dubost? Qui est Monseigneur Dubost après avoir été évêque aux armées? Il est évêque d'Évry. Où habite la femme d'Habyarimana, Agathe, qui a été donc à Ivry. Agathe, qui était une grande catholique. Le père Blanc que j'interroge dans mon livre me raconte des scènes ahurissantes et hilarantes à un certain niveau, parce que son mari est un peu volage, et Agathe venait pleurer dans les bras de l'archevêque de Kigali. Le père Blanc assistait, ou confessait même
Agathe et me racontait donc la manière dont elle, en tout cas, elle avait une foi, je ne sais pas, en tout cas une pratique catholique très importante. Je ne sais pas s'il y a une connexion. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas un hasard? Il y a des choses à voir. Il y a encore des vivants à qui on doit poser des questions et à demander des comptes. On peut se tromper. Après tout, peut-être que c'est juste une pure coïncidence. Cette histoire de Agathe à Ivry, c'est fort possible, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on se doit de se poser des questions, et ce n'est pas dans les archives qu'on va les trouver. Mais c'est à nous les journalistes, c'est à nous les spécialistes, c'est à nous même je dirais les citoyens, de demander, d'interroger, de continuer à dire quand on les rencontre, même à Juppé qui ne veut plus en parler, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Pourquoi aujourd'hui encore? 25 ans après, pourquoi vous dites toujours la même chose? Védrine me disait il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. La première chose, c'est pour répondre à la question de la télévision, mais vous savez, monsieur Larcher, les Français s'en foutent de tout ça. Deuxième chose, les faits nous ont donné raison. Voilà. Alors il faut continuer à leur dire non, ça ne passera pas. Les faits nous ont donné raison. Mais vous voyez bien qu'il y a eu ce massacre. Voilà. Pardon, bonsoir. Parfois, je me dis que, en entendant les choses, je me dis qu'on ne devrait plus dormir. Mais bon, mais ça, c'est la rescapée qui parle. Vous aurez souvent dit dans ces hémisphères où nous ne mettons pas les pieds, que c'est une histoire franco-française, que les Rwandais ne les emmerdent plus ou ne les emmerdent pas. Une chose comme ça. Ils mentent sans aucun doute. C'est que surtout ce qui continue à nous tuer, c'est que leur discours transpire la haine. Et qu'on oublie que sur ça les jeux, on oublie gravement que sur ça les jeux se jouent sur nos têtes, nous les survivants, et que ça se joue aussi sur nos jeunes, la génération française qui arrive, qui grandissent dans ce bordel mince. Je vais juste poser une petite question, un peu naïvement. Dans le film, dans le livre Rwanda, il parle. J'ai pas vu Nicolas Sarkozy. Il a été président de la République. Il était ministre du budget de Balladur. Et puis, il a dit, quand il a fait un petit tour de 3 heures au Rwanda, il est revenu en disant « Ah, nous avons fait des choses pas jolies, pas jolies. » Pourquoi ce Sarkozy, il est où, là, chez vous? Alors, je vais répondre en répondant à cette question et puis ensuite faire un développement, si vous le bien. Je vais faire court. Moi, Nicolas Sarkozy, j'ai essayé de le joindre. Je suis passé par... alors, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais par Camille Pascal, qui était un très bon ami d'un bon ami, voilà, enfin, d'un de mes amis, qu'on connaît tous ici, mais dont je tairai le nom, parce que lui aussi, il travaille sur la question du Rwanda. Et Camille Pascal, donc, je lui dis, voilà, je fais ce livre, voilà l'objet, voilà ce qui j'ai déjà rencontré. Et en plus, dans ma manière de lui présenter les choses, je dis, Sarkozy, enfin, le président, pardon, a plutôt été, tous les présidents de la République depuis François Mitterrand, sur cette question-là, a été le plus avancé dans la manière de dire les choses. Et ça serait vraiment bien que sa voix soit parmi toutes ces voix que j'essaie de réunir dans ce livre, qui est une forme d'agora un peu improbable, dans laquelle tous ces gens qui ne se parlent pas sont réunis pour que vous puissiez les entendre, comme si nous étions dans une forme d'assemblée nationale ou agora idéale.
Et Camille Pascal est enthousiaste. Il me dit oui, pas de problème. D'ailleurs, je crois que je mets à peu près nos échanges, ou une partie de nos échanges en tout cas dans le livre. Et oui, pas de problème. J'en ai parlé au président, il est tout à fait d'accord, nous sommes en juillet. Et puis, alors ensuite, il y a une question d'agenda. Il va partir en Italie. Moi, je lui dis, moi aussi, on peut se voir là-bas s'il veut. Je peux faire ce qu'il veut. Et puis, il me dit ensuite, bon, c'est bien parti, mais à la rentrée. Voilà. Et à chaque fois que mes mails étaient appuyés par cet ami en commun en qui Camille Pascal a, je crois, confiance. Et puis, bah voilà, en fait, le sujet s'est peu à peu ensablé. Il ne répond plus. Camille Pascal, une fois qu'il a obtenu ce prix en septembre, n'a plus répondu à mes mails. Est-ce que les affaires judiciaires du président Sarkozy ont contribué à le rendre plus prudent sur ces questions-là? Et je ne sais pas, avec la macro... En tout cas, je soupçonne chez lui quelque chose, une forme de retournement. C'est peut-être pas le moment de dire les choses sur ces questions-là, alors qu'il est lui-même, qu'il risque d'être lui-même au cœur d'une... Enfin, il va rendre des comptes, sans doute, devant la justice. Et il aura besoin d'un certain nombre d'alliés dans le monde politique, aussi bien chez les socialistes que chez... Parce que cette histoire, elle ne touche pas que les socialistes. Hein. Elle est aussi une histoire des Chiraciens, des Baléduriens. Enfin, c'est une histoire française, là, encore une fois, pour le coup. Et je voulais, oui, donc faire un développement sur une chose. Quand vous dites la haine, ou... Moi, je ne sais pas si... Peut-être, oui. Je voudrais citer Patrick de Saint-Exupéry, qui est aussi ici, que j'ai entendu lors d'un colloque qui se tenait à l'école, à Normal Sup au mois de mars, sur le Rwanda. Et tu as dit une chose qui m'a frappé, enfin, parce qu'ensuite on a pris un pot, enfin, on a discuté du livre, et tu m'as dit une chose qui m'a frappé, que je n'avais pas vue, moi, et que je cite à chaque fois que je parle du livre, et ça revient à ce que vous dites, qui est les militaires et les politiques dans le livre ne parlent jamais du génocide. Tout au moins, ils l'évacuent. Oui, il y a eu des massacres, oui, le mot est utilisé, le génocide, hein, mais ils ne regardent pas de quoi on parle. Les seuls qui le font, ce sont les envoyés spéciaux, dans le livre en tout cas. Patrick, Vincent, Nicolas Poincaré, Maya Malagardis, Jean-Baptiste, en tout cas ceux qui interviennent dans le livre, ont vu ce qu'ils ont vu. Et ça, ils ne le mettent pas de côté, il faut en parler. Et ils en parlent bien, et ils en parlent remarquablement bien. Et quand on les écoute, on voit, ce passé devient, je crois, présent dans leurs paroles. On touche un peu, on s'approche de cette réalité. Eux n'ont pas refusé de voir ce qu'ils voient. Les autres, la plupart des autres, en tout cas les militaires qui défendent la position française, sauf Guillaume Ancel, qui lui aussi a vu ce qu'il a vu, et qui dit du coup les choses. Mais les autres, les politiques et les militaires, sont dans ce... Oui, c'est vrai, il y a eu des massacres, il y a eu un génocide, mais vous voyez ce qui s'est passé après, ou bien ce qui s'est passé avant. Nous, notre intention était plutôt politique, on n'en parle jamais, Arusha, etc. Jamais on prend même 5 minutes à parler des victimes. Jamais. Jamais dans leur bouche, j'entends, oui, c'est juste épouvantable, j'y pense. J'étais aux affaires et je n'ai pas pu empêcher ça. Et 25 ans après, je me dis, mais j'ai raté un truc épouvantable. S'il y avait un dossier sur un événement aussi incroyable, aussi important, aussi essentiel, aussi radical, devant lequel nous étions préparés, encore une fois, après la Shoah, moi qui étais aux commandes, je n'ai pas pu faire quelque chose d'honorable. Je continue là-dessus, je finirai, parce que ça dit quelque chose d'important, je crois. L'amiral Langsade me dit « Je suis fier de cette opération ». La Fourcade me dit « Je suis fier de cette opération turquoise ». On a sauvé des gens. Ils estiment avoir sauvé, parce qu'ils ont stabilisé 1 million de personnes, je crois, ou 2 millions de personnes, des Hutus, dans la zone turquoise. Moi, il se trouve que je ne suis pas militaire, je ne suis pas médecin, j'ai rarement sauvé des vies, mais il m'est arrivé de temps en temps, trop peu souvent, puisque je vais dans des zones de guerre, parfois, très rarement, et ça m'est arrivé quand même, de sauver quelqu'un. Jamais j'en suis fier. Au regard de tous ceux qu'on a laissés sur place.
Jamais je pourrais dire oh yes, ce que j'ai fait là, j'en suis fier. Non, tous les jours, je me dis mais j'ai pas été à la hauteur de cet événement. Bien sûr. Je suis un journaliste qui, parfois, a préféré partir, a eu peur, n'a pas fait le geste qu'il fallait faire. Parfois l'a fait, et c'est bien, et c'est essentiel. Voilà, jamais, enfin en tout cas l'expérience que j'ai, je ne pourrais dire, ouais, quand même, non, ils ont pas, oui, peut-être, je n'en sais rien, mais il y a eu entre 800 000 et 1 million de morts, comment on peut dire, je suis fier de notre opération? On peut juste dire, on a fait peut-être ce qu'on a pu, on n'a pas été, mais au moins, on n'a pas été à la hauteur de tous ces morts. Et encore une fois, le procès, ce que je dis de la France, on pourrait le dire des autres pays, mais il se trouve que moi je suis français, j'interroge les Français. Les Français ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Mais enfin, en tout cas, non, on ne peut pas être fier de cette opération turquoise. Je ne le crois pas. On ne peut pas dire ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas être fier d'avoir sauvé de temps en temps des personnes, alors que j'aurais pu peut-être en sauver plus. C'est l'histoire de la liste de Schindler. À la fin du film de Spielberg, tous ces gens qui lui disent merci d'avoir fait ce que vous avez fait pour nous sauver, et qu'il se rend compte qu'il a gardé, rappelez-vous à la fin du film, sa Rolls-Royce, et qui se dit mais j'aurais pu la vendre, et avec cet argent j'aurais pu en sauver d'autres ou plus. Voilà. Même, enfin, moi je ne connais pas vraiment la vie de Schindler, je ne sais pas si cette scène est apocryphe, mais en tout cas la manière dont Spielberg la montre dit quelque chose de beau et d'important sur ces hommes et ces justes. J'ai rencontré des justes, beaucoup se disent ouais, j'ai fait ce que je devais faire, mais j'ai peut-être pas fait assez, et j'ai souvent pas fait assez. Donc là, ça dit quelque chose, je crois aussi, de cette Adélaïde, de cet aveuglement, de cette incapacité à tenir son rang quand on a l'honneur et la chance de diriger un pays. Et 25 ans après, ils en sont toujours là. Moi, c'est l'une des choses qui m'a le plus stupéfait. C'est l'expérience et le témoignage d'une pensée, d'une conscience figée dans cette manière d'être au monde pour sauver leur innocence. C'est juste pour sauver leur innocence. Merci infiniment.